Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bienvenue si vous nous rejoignez pour les débats. Désormais, on commence à 10h moins le quart à peu près aujourd'hui pour commenter l'actualité. Lounès Adjroub, bonjour. Vous êtes adjoint à la mairie de Châtillon et porte-parole du PS. Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur, consultant indépendant. Jacques Miard, maire LR de Maisons-Laffitte, bonjour. Salut et fraternité. Salut et fraternité à vous. Vous êtes à distance pour ceux qui entendraient un petit son, mais vous avez un son parfait parce que vous habitez Maisons-Laffitte et que pour venir dans Paris, c'est un enfer. C'est plus qu'un enfer. Moi, je me rends plus. Pour moi, Paris est devenu ma banlieue. Ouais, oui, mais c'est devenu, cette ville, pardon pour nos auditeurs du Sud-Ouest qui sont très nombreux, mais ce que j'ai vu hier, des gens dans des tentes, la saleté sur les quais de la Seine, c'est une honte. Je ne sais pas comment on va affronter les Jeux Olympiques, mais c'est une honte absolue. Des caddies de supermarchés, des SDF qui sont là le long de la Seine, franchement. Paris, ville-lumière, je ne sais pas comment ça se passe dans vos villes, mais ici, c'est pas terrible. Et Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour. Votre chaîne de débat politique est sur YouTube, Les Indécis. Harcèlement scolaire, faut-il des cours d'empathie à l'école, un couvre-feu numérique, on cherche des solutions. On voit que, en tout cas, le ministre Gabriel Attal veut prendre les choses de façon extrêmement concrète. On va parler du prix des carburants et puis pornocriminalité, ce rapport qui a été remis et dévoilé ce matin, c'est à la une du Figaro. Est-ce qu'on peut lutter contre la violence et des dérives de la pornographie? On en parle avec vous. On commence avec notre tour de table, pour voir ce qui a retenu votre attention. Alors, Alex Darmon, c'est un coup de cœur pour vous-même. Je m'adore. Je m'adore, effectivement. Ouais. Non, c'est un coup de cœur pour les coiffeurs français. En fait, on le sait pas assez, mais il y a entre 85 000 et 100 000 salons de coiffure en France. On fait la deuxième profession d'artisan de notre pays. Ouais. Et le coiffeur, c'est un endroit où on passe assez souvent pour se couper les cheveux. Vous avez vu, moi j'y étais il y a pas longtemps. Ouais. Et on partage des avis, on discute tous les jours de tous les sujets de société. C'est un peu comme un psy, mais on va dire à une échelle différente et avec une ambiance différente. Et on en a fait effectivement un programme dans ma société de production, à Outsider, qu'on coproduit avec 416 Prod, Mélissa Torrio, Léa Hutorel et Mathieu Marais-Savelli. Et ça s'appelle Au Coiffeur. Et donc tous les jours, on pose nos caméras dans plusieurs salons de coiffure français sur Canal+, tous les soirs, en clair, à 19h55 dans l'émission Click. Et on parle d'un sujet d'actualité. Et c'est assez marrant parce qu'au final, ça prend vraiment le pouls de la société et la vie, le quotidien des Français avec le débat finalement qui est aussi la partie même de notre pays, la grosse partie même de notre pays. Et puis on retrouve ce débat entre des salons de coiffure à Marseille, comme à Paris, comme à Bordeaux, comme à Strasbourg. Et c'est vraiment sympa. Voilà, je vous encourage à regarder parce que on peut le voir sur le net si on n'a pas forcément envie de regarder des clips. Sur Instagram, exactement. Voilà, sur Instagram, on le voit ça s'appelle Au Coiffeur. Au Coiffeur, c'est formidable. On a un petit extrait, tiens, on va écouter. L'uniforme à l'école, l'uniforme. Ouais, ça aussi. Ça aussi quoi? Alors si te les mettent, ça là, tu veux pas? Je préfère m'habiller comme je veux. C'est pas beau en plus. Je rentre en 1920. Vous vous souvenez, quand vous alliez à l'école, vous portiez un uniforme ou pas? Non, il n'y avait pas de tablier, il n'y avait pas rien de du tout. Ça va créer des problèmes. Hein. Mais bien sûr. Parce que ça, c'est pour viser pas la burqa, comment ça s'appelle La baya. La baya. Bravo. Moi, je trouve pas l'utilité. Moi, j'aime pas, je trouve que ça casse la personnalité de chacun. Ça ferait des écoles riches qui auraient des plus beaux vêtements que des écoles plus pauvres. Vous pensez? Au niveau des uniformes, il y aura des plus beaux titres. Voilà, donc ça donne des petits instantanés. Exactement, 2 minutes tous les soirs. C'est une bonne idée, un petit coup de cœur. Il faut revenir, Valérie. Oui, allez-y, Jacques Miard. Il faut revenir sur les coiffeurs. Ouais. Parce que personnellement, je vais vous dire, je viens de dire au revoir à ma coiffeuse qui m'a coiffé depuis plus de 30 ans et qui a travaillé à Maisons-Laffitte pendant 43 ans.
Alors je lui ai dit, vous êtes la seule femme à laquelle je suis resté fidèle. Sympa pour votre femme, dites donc. Vous savez, de ce côté-là, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Vous jette la première pierre, Pierre. On ne peut pas t'es en vidéo, donc c'est pas possible. Oui, rendons hommage aux coiffeurs, super métier, qui galèrent pour trouver du personnel. Encore plus depuis le Covid. Oui, depuis le Covid, ils ont énormément de mal à trouver des... C'est vraiment un hommage pour eux, ce programme, vraiment. Ouais. Vous avez des coiffeurs à Châtillon? Oui, comme dans toutes les villes, parce qu'on a aussi des cheveux. Ouais. Donc, il faut bien qu'on les coiffe et qu'on les coupe. On fait des cheveux. Et je trouve que c'est souvent un métier qui est oublié lorsque l'on parle du commerce de proximité, alors que c'est l'un des premiers commerces de proximité. Et dans nos villes, dans nos... des rares points d'accord qu'on aura avec Jacques Millard, mais dans nos villes, dans nos rues commerçantes, et ils sont aussi souvent ceux qui font vivre dans la journée, en semaine, dans les moments où il n'y a pas le rush des week-ends, nos commerces et nos rues commerçantes. Et souvent, pour beaucoup de personnes isolées, des tiers de confiance avec qui on peut parler, avec qui on peut raconter ses misères, ses bonheurs et ses joies. Et donc, c'est vraiment belle œuvre de leur Et c'est vrai que nous, en ruralité, beaucoup de coiffeurs ont disparu dans les petits villages et on a maintenant essentiellement des cabinets, des groupes de coiffeurs globalement qui se mettent ensemble. Et après, on a quand même, heureusement d'ailleurs pour nos personnes âgées, des coiffeurs à domicile aussi, des choses qui s'est beaucoup développées au cours des dernières années. Des personnes qui vont directement à domicile, des personnes âgées qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Je vous engage vraiment à regarder parce que Laure Grandjean, qui dirige ce programme, elle va chercher vraiment des coiffeurs de tout type, avec des clientèles de tout type, et elle leur fait dire des choses sans le vouloir, parce que c'est naturel. On ne dirige pas les coiffeurs. Ils ont leur clientèle, ils parlent avec eux, et Laure arrive à faire ça formidablement bien. C'est un programme qui, je trouve, reflète bien la société française. Super. Moi, je vais faire un petit coup de cœur pour Sud Radio, la radio du rugby, puisqu'on a fait gagner des ballons, et 2 auditeurs me disent, ça y est, j'ai reçu le ballon. Voilà, donc on tient nos promesses, et évidemment, on vous donne rendez-vous tous les soirs à 20h pour ces commentaires brillants de notre équipe, de notre team rugby. Alors, peut-être Lounès, c'est un coup de gueule que je partage. Oui, donc vous introduisez où j'y vais directement. Allez-y. C'est sur la campagne de prévention de lutte contre l'alcool présentée hier par le gouvernement de lutte contre l'alcool chez les jeunes, de prévention des dangers de l'alcool chez les jeunes. Malheureusement, cette campagne, elle est en dessous de tout, à mon sens. Elle est même contre-productive. On a une campagne qui devait débanaliser, entre guillemets, je dis un barbarisme, mais la consommation d'alcool chez les jeunes, et qui, in fine, ne fait que la banaliser avec des poncifs, des tournures de blagues pas drôles. Pense à manger avant de boire de l'alcool. Bon. Boire un verre d'eau entre 2 verres. Boire aussi de l'eau si on consomme de l'alcool. Raccompagner tes potes s'ils ont trop bu, ne pas insister. Mais c'est principalement ces 2 phrases. Pense à manger avant de consommer de l'alcool. Après, est-ce que dire ne bois pas, c'est dangereux, c'est contre-productif aussi. Oui, ça marche pas. Est-ce que je me pose la question, mais c'est vrai que ça peut être de l'incitation. C'est de l'incitation à boire, à peine voilée à boire. Et on le sait maintenant, cette campagne est la 3e qui vient après 3 campagnes retoquées par les services du gouvernement qui... On le sait, à demi-mot, ont eu des pressions assez importantes des lobbies viticoles et des différents groupes qui produisent et vendent de l'alcool dans ce pays. Et c'est bien dommage parce qu'on le sait, moi je suis adjoint à la jeunesse notamment dans ma ville, et on sait que la consommation d'alcool chez les jeunes est un fléau. La consommation rapide d'alcool, ce qu'on appelle le binge drinking, qui s'est fortement développé ces 15-20 dernières années, est un fléau dès le lycée. Et on retrouve malheureusement parfois même des jeunes collégiens qui ont déjà consommé de l'alcool. Et donc, arriver à ce niveau de banalisation, tout ça pour paraître cool dans la com, je trouve que c'est bien dommage. Les campagnes de santé publique, elles n'ont pas à être cool, elles doivent envoyer des messages de santé publique. Et le message de santé publique ici, c'est que voilà, si on veut rester en bonne santé, si on veut rester
détenteur de tous ces moyens cognitifs lorsqu'on a 17, 18, 19, 20, 21, 22 ans, eh bien, je dis pas qu'il faut interdire la consommation d'alcool. Déjà, elle est interdite normalement avant 18 ans. Mais il faut la contrôler au maximum, faire en sorte qu'elle ne soit pas banalisée. Boire de l'alcool, c'est quelque chose qui n'est pas neutre. Ça a des actions sur le système neurologique, des actions qui peuvent, enfin des conséquences qui peuvent être très graves en termes d'accidents de la route, on le sait. Et ça ne peut pas être banalisé. Et mais tout ça. On ne réagit pas en adulte. Je suis vraiment scandalisé par ça. Moi, je sais pas. Je suis circonspect sur cette campagne, honnêtement, parce que la culpabilisation à outrance, ça marche pas non plus. Enfin, je veux dire, le truc de dire attention, les jeunes, c'est pas bien. Enfin, on voit bien les spots accidents de la route avec qui sont toujours de plus en plus gore, de plus en plus durs. Ça impacte pas non plus. Alors, je sais pas. Moi, je suis pas un pro de je suis pas un pro de la communication. Mais la sécurité routière a changé de braquet. Ça a changé un peu et c'est un peu différent. Plutôt efficace. Moi, j'étais encore au lycée étudiant quand il y a eu ce revirement de stratégie de communication. Et effectivement, on était plus sur des choses qui n'étaient pas montrées, mais en tout cas suggérées, et sur les conséquences gravissimes de type accident de la route. Ça, moi, je peux dire que je fais partie d'une génération qui a été marquée par certains spots. Ça, je suis d'accord. Mais du coup, sur l'alcool, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il faut faire réellement, parce que on a vu des dizaines de campagnes où c'était de la culpabilisation, c'était attention, c'est mal, c'est pas bien. L'adolescence, c'est par essence, on brise les interdits, on combat les interdits. Donc plus c'est interdit, plus on y va. Donc je sais pas si ce type de campagne sera efficace ou pas. Maintenant, évidemment qu'il faut pas banaliser la consommation d'alcool. J'aimerais bien qu'on ait les mêmes visions aussi sur le cannabis, notamment, puisque c'est un des enjeux, à mon avis. C'est une vraie prévention sur la consommation du cannabis aussi. On va en reparler dans un instant. C'est bientôt l'heure du journal. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on continue à commenter l'actualité avec Lounès Adjoud, adjoint à la mairie de Châtillon, porte-parole du PS, Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur, consultant indépendant, Jacques Miard, maire LR de Maisons-Laffitte, et Alex Darmon, journaliste politique. Et on vous retrouve sur YouTube avec votre chaîne de débat politique, Les Indécis. On va parler du harcèlement scolaire, du prix des carburants et de la pornocriminalité. Je voulais qu'on continue notre commentaire sur cette campagne de publicité contre laquelle vous vous êtes élevé, Lounès Adjoud. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes jeune, Alex Darmon, et qui buvez beaucoup? Non, toujours avec modération. Avec modération. Comme si c'est la Coupe du Monde de rugby. On disait pendant la pub, en fait, on se souvient tous de un verre ça va, trois verres bonjour les dégâts, tu t'es vu quand t'as bu. Là, effectivement, on peut s'interroger sur cette communication. Non, mais moi je trouve qu'effectivement sur la forme, même sur le fond, c'est un peu en décalage. Maintenant, ça me gêne parce que ça serait vraiment se mettre un mouchoir devant les yeux de dire que les jeunes ne boivent pas, qu'il faut les interdire de boire. Enfin, c'est rentrer malheureusement dans les cultures, dans notre culture, dans notre pays. C'est rentrer dans la culture des jeunes, dans les écoles de commerce, dans les facs de médecine. Et peut-être que leur démarche a été de dire comme ils boivent, il faut qu'on fasse attention à ce qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Et donc on va leur donner des conseils. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Je dis juste que je peux comprendre. Après, on va leur dire de boire un verre d'eau entre deux verres. Non mais vous savez, ça va être vraiment de boire un verre d'eau entre deux verres. Pour éviter les gueules de bois, pas pour diminuer l'alcoolémie. Sans doute, mais peut-être que ça peut aussi vous faire prendre conscience que vous buvez trop de temps en temps, de boire un verre d'eau entre deux verres. Si vous en buvez 4 des verres d'eau, ça veut dire que vous avez quand même beaucoup bu. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, je pense que sur la forme, la campagne n'est pas bonne. Maintenant, sur le fond, c'est une autre proposition, c'est un contre-pied, et ça peut être intéressant à un moment donné de faire prendre conscience autrement, c'est tout. Ouais, Jacques Miard. Oui, alors je vais vous dire une chose. Pour avoir très souvent discuté avec la sécurité routière des campagnes pour éviter ce genre de choses, ils ont un problème. C'est qu'il faut chaque fois changer de message. Parce que l'accoutumance, ça ne marche pas. Donc ils ont ce défi, c'est de changer de message pour alerter. Et tout à l'heure, Jean-Baptiste disait il y a aussi le cannabis, parce que c'est le mélange des deux. Absolument. Qui est dramatique. Et ce n'est pas une question de vitesse, parce qu'à 30 km/h, si vous avez des médicaments, de l'alcool, du cannabis, vous pouvez tuer quelqu'un parce que vous allez monter sur un trottoir ou des choses comme ça. Donc l'obligation, c'est de la multiplicité des messages et à chaque fois de rappeler
qu'il faut être responsable de son véhicule, qu'il faut être responsable et se garder de boire, de prendre du cannabis et autres. Donc c'est un défi majeur. Mais il est vrai que là, il y a des messages qui sont troublants. Parce que quand on vous dit mangez si vous buvez de l'alcool, c'est pas la réponse. C'est pas une réponse. Non, c'est pas une réponse. C'est que, voilà. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ça ne va pas diluer le fait de manger, ça ne va pas diluer le taux d'alcool dans le sang. Et donc, c'est un mauvais message. Ouais. Mais il faut se mettre à la place de la sécurité routière. Elle doit inventer à chaque fois de nouveaux avertissements. Oui, c'est pas la sécurité routière. Non, mais c'est important parce que. Oui, là, c'est le ministère de la Santé. C'est Santé publique France qui sort cette campagne. Et ça ne concerne pas que des questions de sécurité routière. Ça concerne aussi des phénomènes de dépendance et d'accoutumance à l'alcool chez des jeunes adultes. Sur la santé, c'est l'impact sur la santé. Qui derrière peuvent être très graves. Ou alors c'était peut-être du cynisme, c'est faire la campagne la plus ratée possible pour qu'on en parle. Et ça a marché. Oui, ça a marché. Stéphane, un auditeur me dit imaginez si c'était une campagne contre la drogue, un joint avec du tabac bio, c'est beaucoup mieux. C'est à peu près ça. C'est un peu ça, mais bon, ça fait réagir. Non, c'est pas interdit de boire. Non, c'est pas interdit de boire. Non, mais peut-être que de la prévention. Avant 18 ans, mais c'est interdit de droguer quoi qu'il arrive, et heureusement. Mais moi, enfin, les souvenirs que j'ai. Il faut le rappeler que c'est interdit avant 18 ans. Bien sûr, bien sûr. Les souvenirs que j'ai d'efficacité, c'est quand même de la prévention dans les écoles, avec des témoignages, avec et c'est ce qui est le plus concret et qui fonctionne, à mon sens, le mieux. On continue notre tour de table. Donc, alors peut-être Jean-Baptiste, projet de loi pour interdire le climato-scepticisme. Alors oui, on a vu ça dans le Figaro sortir cette semaine, qu'il y avait un projet de loi qui était en train d'être travaillé en intergroupe avec plusieurs groupes parlementaires, exception faite du RN, de ce que j'ai compris. Sur créer, en fait, interdire dans les médias, quels qu'ils soient, des paroles qui seraient en lien avec le climato-scepticisme. Alors, non que je considère que le climato-scepticisme n'est pas ridicule et que aujourd'hui, il n'y a pas d'argument scientifique à être climato-sceptique. Aujourd'hui, on peut être que convaincu sur l'accélération du réchauffement climatique dû à un effet anthropique. Enfin, ça, c'est indéniable d'un point de vue scientifique. Mais je dis, il faut faire attention avec la liberté d'expression. Ce qui est la liberté d'expression, elle est jamais absolu. Aujourd'hui, il est interdit, et heureusement, parce que c'est des délits, le racisme, l'homophobie, l'antisémitisme dans les médias, et c'est normal puisque c'est des délits. Mais alors, est-ce qu'on va faire un délit du climato-scepticisme? Enfin, et je veux dire, au-delà de ça, il y a quand même au sein des scientifiques un débat sur plus ou moins d'effets anthropiques sur le changement climatique, plus ou moins d'effets de l'homme. Donc jusqu'où on va dans le fait d'interdire les débats scientifiques autour du changement climatique, parce qu'il y a sur les causalités notamment du changement climatique, il y a des débats, c'est sur telle ou telle influence de tel ou tel secteur d'activité. Tous les scientifiques sont pas unanimes sur la réalité de l'influence qui de l'élevage, qui du transport, qui voilà. Donc jusqu'où on va dans l'interdiction aujourd'hui du climato-scepticisme. Enfin, là, on rentre dans des débats. Pour moi, c'est assez dangereux. La liberté d'expression, elle doit quand même être sacralisée sur un certain nombre de choses, qu'elle n'aille pas dans des choses délictueuses, évidemment. Mais si on fait du délit, le fait de parler du changement climatique et de douter, et en plus, c'est hyper dangereux parce que il y a une part de la population aujourd'hui qui rentre dans le climato-scepticisme. On l'a vu cet été. Tout ça parce qu'on a eu un été parfois un peu pluvieux et parfois moins chaud. Des gens ont commencé à dire c'est le réchauffement climatique, c'est du pipeau. C'est faux. Le climat n'a rien à voir avec la météo. Enfin, je veux dire, c'est scientifiquement totalement débile de dire ça. Mais interdire d'avoir ce débat-là dans le public, c'est juste repousser ces gens en dehors, et ils vont continuer et ça va pousser au complotisme encore plus qu'aujourd'hui, en disant ben voilà, on nous interdit de parler sur les médias et tout ça. Enfin, je pense que c'est totalement contre-productif. Comment vous allez interdire quelles paroles? Je sais pas. C'est justement ça, c'est le danger, c'est qu'on commence par ça. Imaginons demain que le RN arrive au pouvoir, qu'est-ce qui va lui passer par la tête d'interdire comme débat? On interdit les sujets autour de l'immigration. L'immigration, c'est mal, point. Enfin, je veux dire, faut faire hyper attention quand on commence à toucher à la liberté d'expression. Faut vraiment le faire avec des pincettes, quoi. Mais qui présente ce projet de loi? C'est plusieurs groupes parlementaires, à l'exception du RN, apparemment. Dont la majorité, de ce que je comprends. Jacques Miard. Oui, non. Vous savez ce que disait Malraux, lorsqu'on veut toucher à la liberté d'expression et à la liberté, on y regarde à deux fois avant de la balancer par la fenêtre. Donc, c'est évident. Là où je suis sceptique, c'est qu'il faut
se renseigner. Et il y a de plus en plus d'ingénieurs et de mouvements aux États-Unis qui contestent, je dirais, les causes du dérèglement climatique qui existent. Il ne faut pas se tromper. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'homme? Non, c'est pas vrai. Il y a un problème qui concerne les taches solaires. Et on le sait. Et l'insolation, et notamment le CO2, il provient essentiellement aux tropiques par, je dirais, le réchauffement des océans. Donc il ne faut pas nous raconter des histoires. Mais pourquoi il se réchauffe? Je crois que Jacques Millard donne des arguments pour cette proposition. Je lui enverrai notamment des critiques qui viennent d'ingénieurs américains sur les calculs du GIEC. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a des ingénieurs américains qui disent que le 11 septembre existait aussi. Il faut se garder, je dirais, de sauter dans des conclusions hasardeuses. Oui, non, mais le débat scientifique, il est surtout sur l'importance de l'effet anthropique, c'est-à-dire tel ou tel secteur d'activité, plus ou moins, sur l'évaluation des effets, pas sur la réalité des effets. L'effet anthropique de l'homme sur l'accélération du changement climatique, il est indéniable. Non. Si, non si, et non, si, ce n'est pas vrai. Non, mais vous voyez, excusez-moi, mais je considère que ce type d'expression ne devrait pas être possible dans une... Si, c'est possible, il faut en débattre, mais c'est l'accélération. On en parle. Le changement climatique, je suis d'accord, le changement climatique, il y a eu des glaciations, des déglaciations, ça c'est un cycle naturel. L'accélération du réchauffement climatique, si, il y a une part importante de l'influence de l'homme, mais pas sur le changement lui-même, mais sur l'accélération, si. C'est indéniable scientifiquement. La météo est bonne. Je croyais que tu étais agriculteur. Les agriculteurs connaissent depuis des siècles, des décennies, qu'il y a eu des moments où, notamment avant la grande glaciation sous Louis XIV, il y a eu des problèmes avec les taches solaires. Enfin, les agriculteurs, ils pâtissent surtout du réchauffement climatique aujourd'hui. Mon père, en 40 ans, a connu une sécheresse. Moi, en 17 ans d'activité, j'en ai connu 10. Donc, c'est pas tout à fait quand même. Tu es tout jeune. Regarde ce qui s'est passé. Entre le 10e et le 11e siècle, il y a eu un réchauffement climatique et on a des traces, notamment de pâturage, ça s'appelle les esturages en vallée de Chamonix, qui sont toujours couverts par les glaciers. Oui. Il faut regarder la réalité. Et moi, je suis preneur de vos sources. Après, hier, on a appris que l'Antarctique se couvrait de fleurs, des plantes qui profitent de ce changement climatique avec des mouvements très nouveaux et très inattendus. On marque une pause et on se retrouve dans un instant avec votre coup de gueule, Jacques Millard. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité. Jacques Millard, votre coup de gueule. Alors, en effet, c'est un coup de gueule à l'égard de ce Macron-Jupiter qui, lors de son dernier entretien télévisé, a accusé les maires de prétendre qu'effectivement, si la taxe foncière augmentait, c'était la faute du gouvernement. Eh bien sûr que c'est la faute du gouvernement. Parce que M. Macron, qui a supprimé un impôt qui ne lui appartenait pas, comme lui a dit Barouin, au Congrès des maires, à savoir la taxe d'habitation, tout report, toute augmentation pour financer les services publics, maintenant c'est le foncier. Et vous avez aujourd'hui ce scandale fiscal où vous avez des locataires très riches qui ne vont payer aucun impôt à la commune dans laquelle ils vivent. Et ça, c'est les dommages collatéraux des décisions de Macron-Jupiter qui a fait de la démagogie pour essayer pour gagner les élections, ce qu'il a fait. Donc la suppression de la TH, de la taxe d'habitation, reporte la fiscalité locale sur la taxe foncière. Et c'est la faute du gouvernement. Oui, qui lui a dit c'est de la faute des communes. Il est culotté. Il n'est même pas capable de reconnaître les conneries qu'il a faites. Mais alors pourquoi il y a des communes qui augmentent autant ? Pourquoi il y a parce qu'ils ont des difficultés, ça regarde chacun. Moi, j'ai augmenté, je vous dis tout de suite, je crois qu'on a augmenté de 2% seulement, parce qu'on a une gestion extrêmement rigoureuse. Mais dans certains moments, il y a effectivement des communes qui sont complètement coincées. Et quand on va vous dire, on va vous compenser ça, tu parles. On compense la première fois et Monsieur le maire va se charger de baisser ça certainement dans le prochain budget. Alors écoutez Patrice Vergrit qui est ministre du Logement, j'apprends son nom, je suis tout à fait honnête. L'ancien maire de Dunkerque. Oui, mais bon. Il était hier sur Sud Radio chez Jean-Jacques Bourdin et à propos de la taxe foncière, voilà ce qu'il disait.
il est normal qu'il y ait une indexation. Cette indexation, c'est pas le gouvernement qui l'a décidé, ça existe, c'est comme ça, elle est là. Après, la question, c'est au-delà de l'indexation. Eh ben, au-delà de l'indexation, c'est le choix des communes. Moi, j'ai pas augmenté ma taxe foncière en tant que maire. 85% des maires ne l'ont pas augmenté. Bah oui. La taxe foncière. Et 15% l'ont augmenté. Donc, allez parler aux maires qui l'ont augmenté. Moi, j'ai choisi de pas augmenter. Alors, je comprends, les maires qui l'ont augmenté. Parce que, effectivement, il y a des charges. J'étais maire, j'ai vu les charges. Mais après, il faut faire des choix politiques. Oui. Mensonge par omission. Non, alors, il a raison, Jacques. Alors, allez-y, débat, vous n'êtes pas d'accord. L'indexation l'augmentation des bases fiscales cadastrales qui font l'augmentation automatique de la taxe foncière. Celle-là, elle est décidée par recommandation de l'INSEE, mais décidée par le gouvernement. Notamment par les bases de l'inflation. Son application est décidée par le gouvernement. Donc chacun a pu voir sur sa taxe foncière, il y a deux taux. Il y a le taux communal qui est là pour le coup décidé par la commune. Et si vous voulez savoir si votre commune a augmenté ou non, vous comparez par rapport à l'an dernier. Est-ce que le taux est le même? S'il est le même, c'est-à-dire que votre commune n'a pas augmenté son taux communal. Moi, par exemple, je suis élu à Châtillon et on a fait le choix, c'est un engagement de campagne, malgré la crise, de ne pas augmenter le taux communal. Et il y a le taux lié à l'index, aux bases fiscales cadastrales, là, qui pour le coup ont évolué de 7%, mais donc indexé à l'inflation. Mais comme le salaire minimum, c'est la même chose. Mais dans ce cas, il faut que le gouvernement assume de dire, mais oui, c'est une augmentation liée à l'indexation sur l'inflation, et par ailleurs, ça ne vient pas compenser la perte que les communes ont subie pour certaines sur la dotation, parce que toutes les communes n'ont pas eu d'augmentation de leur dotation annuelle, et certaines se retrouvent à avoir une dotation qui baisse, une perte de la TH, et en plus à devoir justifier pour le gouvernement cette indexation. Enfin, les maires ne sont pas responsables de l'inflation. Évidemment, ils sont plutôt même en général garants d'une économie qui fonctionne bien, parce que votent des budgets à l'équilibre avec des contraintes que l'État n'a pas. Donc aujourd'hui, les gens qui gèrent bien, la plupart du temps, ce sont quand même les collectivités locales. Il faudrait arriver à le sortir procès du président de la République. Il faudrait arriver à sortir de ce débat binaire entre les collectivités. Non, c'est la faute des collectivités locales. Non, c'est la faute de l'État. Enfin, je veux dire, ça fait 30 ans qu'on joue à ça. Ça fait 30 ans qu'on joue à ça. Ça n'a jamais fait rien fait avancer. Mais peut-être c'était pas forcément adroit de dire ça de cette façon-là. Qui est une indexation sur l'inflation, c'est bien. Et d'ailleurs, si on la supprime demain, je pense que ce sera les maires les premiers à râler, parce que justement, si on n'avait pas augmenté, si cette indexation n'avait pas suivi l'inflation, ça serait encore pire dans la situation économique des communes. Pourquoi dire que ce sont les maires, quand on n'a que 15% des maires qui augmentent leur taxe d'habitation, leur taxe foncière? Oui, mais il l'a dit, le ministre l'a dit. Il y a 80% des 85% qui n'ont pas augmenté la taxe foncière. Donc, dont acte. Il n'y a que 15% qui ont augmenté. Je ne suis pas sûr que M. Vergrit était favorable à la suppression de la taxe d'habitation lorsqu'il était maire de Dunkerque. Je suis même plutôt sûr qu'il ne l'était pas. La taxe d'habitation, elle a été compensée au jour J. Mais après, pour être un peu d'accord avec Jacques Miard, effectivement, c'est que le problème, c'est qu'elle ne suit pas la courbe de la population. C'est-à-dire que la taxe d'habitation, elle a été compensée au jour où elle a été supprimée, sauf que s'il y a des gains et des évolutions de population, forcément ça risque de faire au bout du compte un manque à gagner. Donc il faut envisager, mais il faut aussi envisager une réforme des dotations globales de fonctionnement sur les collectivités, parce que moi je l'ai étudié un peu de près, parce que j'avais sans arrêt des remontées des maires quand j'étais député sur pourquoi ma DGF elle baisse, pourquoi elle monte. C'est incompréhensible. Il y a 50 facteurs différents. Mais alors après, le problème, oui, mais justement le diable était dans les détails. Dès qu'on va toucher un petit paramètre, il risque. C'est comme les niches fiscales. Dès qu'on touche à une niche fiscale, il y a un chien qui mord. Il faut juste comprendre la frustration des élus locaux lorsque le président de la République dit si vos taxes augmentent, c'est la faute de vos maires. Enfin, on ne peut pas porter le discours il faut protéger les élus après ce qui s'est passé à Saint-Brévin, et dire ensuite si vous n'êtes pas content, les cocos, allez taper à la porte de votre maire. Ce n'est pas possible. Il faut incontestablement un nouvel acte de décentralisation et incontestablement. On est certes à portée de baffe, mais on n'est pas les pigeons de l'année. Il faut incontestablement sortir de ces relations conflictuelles entre l'État et les collectivités. Il n'apporte rien à notre pays et à nos concitoyens. Avec ce gouvernement, je peux vous le dire. Parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, on est totalement dans la main de la technostructure. Et ça, c'est extrêmement grave.
Il n'y a plus de démocratie. L'article 72 de la Constitution, c'est une clause vide. On va passer à notre premier sujet. Le gouvernement qui annonce donc son plan de lutte contre le harcèlement. Priorité absolue. Donc beaucoup visiblement de bonne volonté, d'envie politique. Maintenant, concrètement sur le terrain, c'est certainement beaucoup plus compliqué. La première ministre va présenter son plan ce matin. C'est une conférence cet après-midi plutôt, c'est une conférence de presse. On connaît déjà un certain nombre de mesures. Elle a parlé d'électrochoc. C'est Gabriel Attal, qui a parlé d'électrochoc. Qu'est-ce qu'on peut faire et est-ce que, vous qui vous êtes intéressé aussi aux enfants, Alex Darmon, est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce qu'on peut faire des choses? Qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Non, mais en tout cas, je ne sais pas si on peut faire des choses. On doit faire des choses, ça c'est certain. Et c'est ce qui est en train d'être initié par le ministre de l'Éducation nationale. Je ne veux pas dire qu'il est en train de réussir. En tout cas, il est en train de marquer de son empreinte l'opinion publique. Il prend 10 points d'opinion publique dans les sondages. C'est la première fois que ça arrive à un ministre macroniste aussi vite en 3 mois. Il imprime auprès des Français. Il a des propositions. Alors, il y a des propositions qui pour le coup, sont vraiment des coups de communication. Je veux dire, des cours d'empathie. Moi, je veux bien, mais apprendre à quelqu'un à être empathique, ça me semble un peu compliqué. Mais bon, après, on peut y arriver. Peut-être de sensibilisation, ça serait peut-être plus le mot à coller à ces cours-là. Mais en tout cas, le fait de prendre, on l'a dit, par décret, la décision de renvoyer le harceleur de l'établissement. Déjà, alors que pour les écoles primaires, je pense qu'il faudrait le généraliser. Pour les collèges et les lycées, là où ça arrive encore plus, les types de harcèlement. Le fait de vouloir, parce qu'on met beaucoup Gabriel Attal dans la balance, c'est vrai qu'il va porter cette initiative, mais c'est aussi une initiative gouvernementale collective, puisqu'on sait que Éric Dupond-Moretti va être associé, qu'Elisabeth Borne, normalement, aussi y est associée. Et donc moi, c'est un peu ça qui me fait peur, c'est que souvent, quand vous multipliez les participants, ça se dilue, et puis au final, c'est tout le monde est là, mais personne n'est responsable. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est peut-être ça un peu, je pense, qui peut rater cet après-midi lors de la conférence de presse d'Elisabeth Borne, c'est de dire on est tous mobilisés, mais il n'y aura pas de responsable concret à la fin. C'est-à-dire que ce qui était bien depuis quelques semaines, c'est qu'on voyait le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, prendre la chose à bras-le-corps et avoir des petites victoires. Faut le reconnaître, employer des mots, dire que c'est une honte sur une lettre du rectorat de Versailles, c'est son rôle et il le faisait. Aujourd'hui, j'ai peur que le message soit un peu parasité. Alors chaque académie devra se doter d'une stratégie anti-harcèlement d'ici la fin de l'année. Alors on a eu les référents, on a eu d'autres référents sur d'autres sujets. Ça devient compliqué pour l'école. Alors c'est vrai qu'avant je crois que McKinsey va tourner à plein régime. Non mais c'est une chose hyper importante. Moi j'ai une fille qui vient de rentrer au collège et je peux vous dire que c'est vraiment une inquiétude de tous les jours. Moi j'ai toujours eu le physique que j'ai connu le temps du collège où c'était pas forcément rigolo quand on est gros d'être au milieu de ses petits camarades. Alors sans forcément aller tout le temps jusqu'au harcèlement, mais c'est déjà pas simple et donc il faut absolument agir là-dessus et je vois il a parlé de confiscation du téléphone portable, d'un certain nombre de choses même avant les décisions de justice qui peuvent éventuellement, je pense, alors je sais pas s'il va y arriver et s'il va arriver au bout parce qu'au niveau légal ça va être compliqué avec le ministère de la Justice sans condamnation de confisquer les téléphones portables, mais il faut indéniablement faire quelque chose parce que le phénomène que nous on a connu quand on était jeune ou dès qu'on était un peu différent, on se faisait un peu ostraciser, ça s'arrêtait le soir, c'était fini. Là maintenant c'est en continu avec les réseaux sociaux, avec Facebook, avec TikTok, avec tout ça, c'est en permanence que les gamins sont victimes de ça. Donc il faut faire quelque chose pour que ça s'arrête parce que c'est juste intolérable. Enfin moi je peux vous dire que tous les jours j'interroge ma fille, même si je suis à Paris, pour savoir comment s'est passée sa journée et tout. Et il y a un truc qui se fait dans son collège et qui est pas mal je trouve honnêtement. Alors ça, je sais pas les cours d'empathie à quoi ça ressemble, mais ils font 1 heure par semaine où toute la classe discute justement ensemble, mais en dehors des relations interpersonnelles entre les élèves, de comment ça se passe, comment s'est passée la semaine. Ils font ça le vendredi midi. Ça, et ça c'est top pour le coup parce que ça permet de vider son sac, que chacun vide un peu son sac devant les profs. Ouais, mais pas facile quand vous êtes harcelé forcément. C'est pas forcément simple, mais ça peut être une piste aussi. Je trouvais ça intéressant. On va continuer sur ce sujet avec vous dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous parlons du harcèlement scolaire et du plan de lutte contre le harcèlement du gouvernement. Lounès Hadroud, qu'est-ce qui se passe vous, au niveau de votre commune et des écoles à Châtillon? Est-ce que c'est une problématique qui vous remonte aussi? Oui, bien sûr, énormément. C'est la réalité du quotidien et
Et depuis 2 ans, on agit fermement sur le sujet, enfin avec les moyens d'une collectivité territoriale. Donc on a lancé, en lien avec les parents d'élèves, en lien avec les chefs d'établissement du primaire et du secondaire, des campagnes de sensibilisation, des formations pour le personnel enseignant et le personnel, nos personnels à nous, nos agents animateurs, etc. Et pour les parents d'élèves aussi, qui sont pris en charge par la ville. On fait de la sensibilisation auprès des enfants. Et je disais en aparté, il y a une question aussi qui sera à prendre à bras le corps, c'est aussi la sensibilisation des adultes. Parce que les adultes sont aussi fortement consommateurs de réseaux sociaux et de ces plateformes de messagerie type WhatsApp et ont eux-mêmes parfois des comportements qui peuvent confiner au harcèlement et donc sont parfois plus enclins à banaliser des comportements de leur enfant et vous pouvez interroger des principaux et des proviseurs qui parfois ont des parents dans leur bureau et les parents disent « Oh ça va, c'est 2-3 messages » et ne comprennent pas l'impact que ça peut avoir sur des enfants parce que eux-mêmes ont ces comportements-là. Donc, il faut avoir, à mon avis, un plan d'action qui est double sur les enfants, c'est primordial parce que c'est de la sensibilisation dès le premier âge, et sur les adultes parce que c'est quand même eux qui encadrent les enfants à la maison et à l'école. Nous, pour revenir, désolé de revenir à l'exemple de ma fille, mais on a un logiciel on a un logiciel de communication entre les parents et les profs, et le collège est en train d'hésiter à supprimer, à suspendre le logiciel de communication tellement les profs reçoivent de messages d'insultes de la part des parents tous les jours, quoi. Donc, je veux dire, on est arrivé dans une société où ça devient quand même assez dramatique que les profs se fassent insulter par les parents sur un logiciel qui est fait justement pour échanger. Je le trouve super bien fait en plus, ce logiciel, il est vachement facile d'utilisation et tout pour les absences, les retards, les trucs pour pouvoir échanger. Et ils sont en train d'hésiter, le collège, à le suspendre parce que les profs se font insulter sur ce truc-là en permanence, quoi. C'est hallucinant. Quelques réactions. Camille nous dit déjà un brouilleur dans les collèges. Je peux vous assurer qu'il n'y a rien de positif de laisser traîner des portables dans les écoles. Effectivement, ça pourrait être une solution. Laurence nous dit, ma fille, durant ses années de primaire, a subi les moqueries à cause de son poids. J'ai alerté l'école. Un jour, elle ne s'est plus laissée faire et c'est elle qui a été punie, toujours par la même fille. Cette gamine qui a recommencé sur une autre personne, sur une autre enfant, une autre proie. Ces jeunes qui harcèlent ont des problèmes psychologiques. Personne n'ose le dire. Je n'ai pas compris en entendant parler sa mère, femme rigide, qui projetait ses attentes sur sa fille. Un autre nous dit, tous ces petits harceleurs sont souvent des enfants dont les parents, en étant jeunes, cherchaient les noises aux autres. On ne sait pas, je crois que c'est des profils assez multiples. Françoise nous dit, les DRH sont formés par Sciences Po et des étudiants d'à peine 20 ans quand ils ont reçu ce qu'ils ont reçu en termes de relations humaines à cet âge-là pour gérer des humains dont ils ont la charge. On peut se poser la question. Ça rejoint ce que vous disiez sur... en tout cas, ça fait beaucoup réagir. Jacques Miard. Oui, vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y a de politique qu'à long terme. Oui. Donc, il faut se garder des coups médiatiques. Et ça, c'est une vigilance qui doit durer. Et donc, pour que ça dure, c'est un dialogue permanent entre, bien sûr, les villes, notamment les services scolaires, ensuite les animateurs que nous avons, les professeurs, et ça doit être constant. Et il faut que l'information remonte. Et ensuite, on agit, on y met un peu, je dirais, du liant et du dialogue dans toute cette communauté scolaire. Ce qui s'est passé, parce que je voudrais quand même y revenir sur une chose, ce qui s'est passé avec l'Académie de Versailles est malheureusement topique du corporatisme, parfois, du corps enseignant, qui ne voulait pas que, bien évidemment, on vienne se mêler, les parents d'élèves, je dirais, etc., de ce qui se passait dans les écoles. D'où cette espèce de volonté d'avoir une forteresse. Mais malheureusement, l'éducation comme tout le reste, l'instruction publique comme tout le reste, nous sommes plongés dans les sociétés et nous subissons, bien sûr, l'ensemble des contraintes et des équivoques qui existent dans la société. Donc, ce qu'il faut créer, c'est ce que Lounès a dit, qu'il faut créer un dialogue permanent au sein des établissements en liaison avec les autorités pour prévenir et alerter immédiatement. Oui, donc ce n'est pas un problème médiatique, de coup de gueule,
c'est une politique de long terme. Oui, mais ce que disait Alex Armand, il faudrait que ce soit très concret et que ça ne se dilue pas dans des circulaires, des machins. Et puis, il faut que la peur change de camp, parce que souvent... on n'a pas le temps. Hein. Les gamins, oui, c'est maintenant. Et c'est que les gamins ont peur de parler, par peur des représailles. Moi, j'ai une amie à qui c'est arrivé, son petit garçon de 8 ans s'est rendu compte qu'il avait des bleus sur le ventre. Il n'a pas voulu dénoncer son camarade pendant 10 jours. Ça a été une... Et puis, il a fini par le faire, mais il avait peur des représailles. Donc, c'est tout un ensemble de choses. Les enfants sont terribles entre eux, on le sait. Mais en tout cas, Non, mais juste une précision, on parle d'un couvre-feu numérique aussi. C'est une grosse annonce qui va être faite cet après-midi. C'est impossible, ça. C'est impossible. Enfin, je ne sais pas si c'est impossible. En tout cas, c'est très compliqué à mettre en place. Mais ce qui est clair, c'est qu'on est tous d'accord sur ce plateau, c'est qu'il faut qu'il y ait, pour qu'un couvre-feu numérique puisse potentiellement marcher, il faut qu'il y ait un accord complet entre les enfants, les parents aussi, parce que c'est aussi beaucoup à la maison que ça se joue le soir, et il faut sensibiliser les parents, les professeurs aussi. Et moi, je veux vous dire, on va revenir à l'éternel sujet. Moi, je suis pour l'interdiction des portables à l'école. Voilà. Bien sûr. C'est un truc que personne n'ose aujourd'hui proposer, mais aujourd'hui, moi, je me rappelle, je suis pas tout jeune, hein, mais je suis pas non plus très vieux. Vous l'avez dit en début d'émission et je vous en remercie. Mais je me rappelle qu'à l'école, les portables étaient interdits. Voilà. Et on pouvait pas rentrer dans l'établissement avec un téléphone portable. Aujourd'hui, c'est normal. Et limite, on travaille avec. Limite, on nous demande d'aller chercher des définitions, des choses comme ça avec. Non, mais les brouilleurs, c'est une bonne solution, parce qu'interdire les portables, je pense qu'on ne pourra pas y arriver, mais on arrive bien à mettre des brouilleurs dans les salles de cinéma ou dans certains endroits. Pourquoi pas mais le problème des brouilleurs, c'est que c'est généralisé. Les enseignants, les enseignants n'ont pas à avoir leur portable. Besoin de... Non. Vous avez votre portable au travail. Il vaut mieux carrément interdire l'accès que de brouilleurs qui peuvent avoir des dégâts, des conséquences latérales. On a tous notre portable sur la table. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de portable sur la table d'un plateau radio. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de portable dans les écoles non plus. Vous aviez l'ingé son qui arrivait et qui vous le faisait dégager rapidement. Non, c'est sûr qu'on est accro. Mais le couvre-feu numérique, je ne vois pas non plus comment ça peut se mettre en place. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut, il faut du concret. Il faut pas, je suis d'accord, que des papiers, des circulaires, enfin, ça c'est certain. Le couvre-feu numérique, vous savez pas comment ça peut se mettre en place, mais je vais vous dire, moi j'ai plein d'amis à moi qui ont des enfants et qui contrôlent le temps sur les réseaux sociaux. Et c'est un outil qui existe. Alors moi, je vais vous raconter, j'ai une amie qui a fait ça et elle s'est rendue compte que sa fille avait enregistré l'écran quand sa mère tapait le code. Donc voilà, ils sont quand même aussi très très malins, les enfants. Donc elle se dit, mais comment c'est possible? Elle la surprend sur TikTok, elle avait mis un code et en fait elle s'est rendue compte qu'elle avait enregistré l'écran et donc elle voit sa mère taper le code du truc. Bon bref, c'est à suivre. Et, on ne reviendra pas à la marine à voile. Non, ça c'est sûr. Parlons du prix des carburants. On va peut-être marquer une pause avant et puis on va passer à ce sujet. Les distributeurs s'engagent sur la vente à prix coûtant. Est-ce que ce sera suffisant? On en reparle avec vous dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Si Camille ne prend pas sa voiture pour aller à la boulangerie, ce n'est pas parce qu'avec son assurance auto Petit Rouleur Alliance, moins elle roule, moins elle paye. Non, c'est parce qu'elle n'a jamais su résister à un éclair au chocolat. Alors pour se donner bonne conscience, Camille va à la boulangerie à vélo. Avec les forfaits kilométriques Alliance, vous pouvez économiser jusqu'à 25% sur votre assurance auto. Conditions sur alliance.fr. Alliance, avec vous de A à Z. Grand frais. Allô la NASA? Un extraterrestre vient d'atterrir dans mon jardin. Mais je vais pas pouvoir vous l'emmener tout de suite. Je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont de délicieux cordons bleus faits par mon boucher. Mes enfants adorent. On se fait un petit gueuleton et on passe après. Chez Grand Frais, jusqu'à samedi, un cordon bleu Titi parisien offert pour 3 achetés. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais, le meilleur marché. À griller, élaboré en France à partir de viande de dinde, porc ou poulet origine France. Offre sur le plus petit des 4, selon stock disponible. Magasin participant sur grandfrais.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Chez Action, ils ont toujours des prix extrêmement bas. 500 grammes de café en grains Palazzo Dark Roast, 3,99 €. Quoi? C'est tout? Et kit de construction véhicule Minimators en bois durable FSC, 6,95 €. Attends, il y a tout ça chez Action? Mais oui, pour plus de prix extrêmement bas, rendez-vous en magasin ou consultez l'application. Action, petit prix, grand sourire. À tous ceux qui trouvent que ce serait bien de retrouver un peu de pouvoir d'achat un jour, ou même 2 jours, ou 3, ou même 4, hein. C'est bien 4. Et pourquoi pas 5, tiens? Eh ben, on a encore mieux que ça. C'est les 100 jours pouvoir d'achat chez Intermarché. Le paquet de riz basmati Saint-Éloi est à seulement 1,19 €, le moins cher de France. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 1er octobre, 500 grammes, soit 2,38 € le kilo, sur la base d'un relevé en date du 25 septembre, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. Un impact sur votre pare-brise? Chez Carglass, nous, on s'engage à toujours réparer quand c'est possible, plutôt que remplacer tout le pare-brise. En plus, la réparation d'impact en centre, c'est en 30 minutes sans rendez-vous. C'est quand même mieux de réparer, même les objets de tous les jours. C'est pour ça que chez Carglass, pour toute intervention vitrage, vous avez 6 mois d'abonnement à Darty-Max offert pour entretenir et réparer votre gros électroménager en illimité, et ça, peu importe où vous les avez achetés. Alors, rendez-vous maintenant sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. Bon, j'ai regardé le planning, on n'a pas du tout assez de monde pour le 28. L'hôtel de Nina a été entièrement réservé pour un gros événement. Elle doit trouver du personnel de chambre en extra où elle va se retrouver dans de beaux draps. Indeed peut l'aider à embaucher rapidement des profils de qualité. J'ai besoin d'Indeed. Avec Indeed, profitez d'un partenaire de recrutement tout en un. Créez vos offres d'emploi, filtrez les candidats, faites passer les entretiens sur une seule et même plateforme. Rendez-vous sur Indeed.com/offre et profitez de 100 € offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons nos débats. On va parler du carburant. C'est un sujet évidemment qui vous préoccupe, qui préoccupe tous les Français. Le gouvernement a annoncé près de 120 000 opérations de vente de carburant à prix coûtant. Ça concerne 4 000 stations jusqu'à la fin de l'année. Il y a eu, c'est le moins qu'on puisse dire, un vrai cafouillage sur cette histoire du prix de l'essence avec l'annonce de la vente à perte, où ils sont quand même fait renvoyer dans leur gouvernement d'amateurs. Non, mais je comprends pas comment on peut annoncer ça sans avoir au préalable consulté les membres de la filière en étant sûr qu'il y avait au moins quelques acteurs qui étaient d'accord pour y aller, parce que politiquement c'était évident que c'est un suicide organisé d'annoncer ça sans avoir consulté ni les distributeurs ni personne, sans s'être assuré, parce qu'il y en a quelques-uns en plus qui sont capables de jouer le jeu, donc sans s'être assuré du soutien d'au moins un acteur de la filière, c'est du grand n'importe quoi. Oui, ça on peut pas dire. Il y a que les gros qui peuvent y arriver, mon cher ami. Oui, non, mais ça, on est bien d'accord. Non, mais c'était une connerie. C'était une connerie en soi. On est d'accord, parce que les petites stations et les distributeurs, via ou autres, ils sont dans une situation catastrophique. Si sur 6 mois en plus, c'est même pas envisageable. Enfin, je veux dire, mais même la vente à prix coûtant sur 6 mois, faut arrêter les fables. C'est pas possible sur 6 mois. C'est possible ponctuellement. Sauf si tu mets dans le prix coûtant le salaire des ouvriers. La nécessité de renouveler les stocks, etc., c'est-à-dire un prix coûtant qui est valorisé. Alors là, peut-être. Oui, mais là, c'est pas du prix coûtant à ce moment-là, c'est du prix, c'est prix chargé. Il n'y a pas, je veux dire, j'ai jamais vu un gouvernement qui se prenne les pieds dans le tapis de cette manière. Ça a d'abord été vente à perte. Alors ça, j'en suis tombé de ma chaise, mais il est clair que c'est d'un amateurisme total. Mais c'est de l'amateurisme, on est quand même un peu sidéré, enfin d'imaginer ça. Enfin, ça paraît tellement invraisemblable. C'est surtout hyper dangereux ce type de truc-là. Moi, je viens une nouvelle fois, on vient de la ruralité. Nous, s'il n'y a pas les petites stations, ça veut dire si elles coulent demain et avec la vente à perte ou le vente à prix coûtant, elles vont couler parce qu'elles tiendront pas 6 mois à vendre avec zéro, parce qu'elles ont rien d'autre pour faire du bénéfice et pour payer des salaires derrière. Donc, et si on appuie ces petites stations-là, ça veut dire qu'il va falloir faire 25 ou 30 bornes pour aller faire le plein. Enfin, je veux dire, on est au pays du bureau, quoi. Le carburant à prix coûtant, ça va représenter 1 à 2 € de moins sur un plein. Un plein. Ne te casse pas, monsieur Auchan, monsieur Carrefour se rattraperont sur les pattes. Oui, mais ça c'est sûr. C'est sûr, mais les petits, non, ils pourront pas se rattraper. Younes, pardon. C'est pas grave. Non, je trouve encore de la communication pour de la communication. Présenter cette proposition alors même qu'on présente sa grande stratégie pour la transition écologique à la française. Alors c'est peut-être ça, le à la française d'ailleurs, dont se vantent Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Je trouve que c'est dramatique parce que on fait aujourd'hui croire à nos concitoyens que l'on va maîtriser à long terme le prix des énergies fossiles, et notamment des carburants. On sait très bien que c'est faux. C'est faux. On est sur une énergie en voie de raréfaction dont le prix va malheureusement, et heureusement peut-être pour la planète, nécessairement augmenter. Et donc, au lieu de perdre un temps fou à ça, puisque à chaque fois, c'est le débat qu'on a depuis la crise des Gilets jaunes. Vous le rappeliez tout à l'heure. Tout ce temps-là,
6 ans après son arrivée au pouvoir, où en est ce vrai plan de transition écologique? Et on le voit aujourd'hui, cette impréparation génère, oui, des inégalités, parce que ceux, effectivement, qui sont les premiers touchés par l'augmentation du prix des carburants, c'est pas les riches. Non. Les riches, ils s'en foutent. Ouais. Les riches, d'ailleurs, ils ont des voitures hybrides, électriques, machin. Donc, carburant, c'est une chose qui devient de plus en plus lointaine. Mais les gens qui ont besoin de leur voiture en zone rurale et même en zone dense, en banlieue ou autre, et qui utilisent leur véhicule, effectivement, ils sont impactés par ça. Et ils ont besoin qu'on leur propose des alternatives crédibles. Ouais. Crédibles. Ouais. Et ça, c'est ça l'urgence. Oui, il faut revenir quand même à un peu de réalisme. La raréfaction du pétrole, je suis désolé pour avoir étudié ça, on a toujours devant nous environ 40 années de consommation. Oui, en réalité, c'est la volonté d'un certain nombre d'États de bloquer pour faire monter les prix. Et ils y réussissent. Et le problème, c'est que si nous, on était un peu plus intelligents, eh bien, on ne s'amuserait pas à prendre des sanctions urbi et orbi pour, je dirais, provoquer un certain nombre de pénuries. La politique, en matière de politique étrangère, est catastrophique. Ouais. Il y a plein de choses en même temps dans le même débat, hein, mais moi, juste une chose, c'est que je suis sidéré qu'une première ministre d'un gouvernement d'Emmanuel Macron puisse nous parler de vendre à perte. Non mais vraiment, sur le terme même de vendre à perte. C'était de l'autocritique. Oui, peut-être. Non mais c'est quand même incroyable de prononcer ces mots sans avoir vérifié que les acteurs principaux de la filière étaient d'accord. D'ailleurs, ils ont dit non dès le lendemain. Non mais dès le lendemain, ils ont dit non, on vendra pas à perte en fait. C'est notre travail. Il faut qu'on puisse activer. Il me semble qu'elle s'est justifiée en disant qu'elle avait discuté avec certains qui disaient c'est dommage qu'on puisse pas vendre à perte. Oui, mais discuter. Non mais discuter. Et puis c'est dommage que tout le monde ne gagne pas plus d'argent tous les mois à la fin du mois. Vous voyez ce que je veux dire? On aimerait bien être tous plus heureux, ça, il n'y a pas de souci. Et donc amateurisme? Pour moi, c'est de l'amateurisme. Mais c'est pas, malheureusement pour Elisabeth Borne, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'il y a un raté, c'est pas la première fois qu'elle pense qu'elle peut convoquer les syndicats après avoir fait la réforme des retraites sans les avoir écoutés en pensant qu'ils vont venir le lendemain dans son bureau. Enfin, c'est pas la première fois en fait. C'est une constante depuis 6 ans, c'est pas que Elisabeth Borne. Oui, mais d'accord, mais là, excusez-moi, c'est quand même, bien évidemment, mais c'est quand même une accumulation ces derniers mois d'erreurs politiques, de stratégie politique et de communication politique. Et donc, il y a un moment donné, c'est le gouvernement qui a dit les masques ça sert à rien. Tout ça va dans ça n'a rien à voir. Tout ça va dans une même logique. Non, ça n'a rien à voir parce que si vous voulez qu'on parle du Covid, le Covid, personne ne savait rien à l'époque. Aujourd'hui, par contre, vendre à perte, on sait que c'est n'importe quoi. Donc le Covid, c'est pas comparable du tout. Moi, ce que je dis juste simplement aujourd'hui, c'est que quand vous avez tous ces éléments qui sont face à vous, une première ministre qui veut être plus présente que ce qu'elle devrait faire, au moins elle devrait vérifier et parler avec les acteurs de son secteur avant d'arriver lundi matin dans une conférence de presse ou sur un plateau de télévision et dire on va vendre à perte. Voilà, moi je trouve ça incroyable. Non mais pour aller plus loin dans le débat sur la sortie des énergies fossiles, oui, je pense que tout le monde en est conscient aujourd'hui qu'il faut sortir des énergies fossiles pour des raisons économiques, écologiques, et ça peut même être une chance et une opportunité le fait de justement arrêter d'être dépendant des pays du Golfe globalement pour tout ce qui est circulation et énergie. Donc le développement des gigafactories sur les batteries en France qui ont été annoncées récemment par Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, c'est une bonne chose. Le fait qu'on va faire des véhicules électriques en France, c'est une bonne chose, mais toujours l'important et la planification, elle est essentielle. Et il y a eu des choses intéressantes dans ce qui a été annoncé dimanche et lundi là-dessus. C'est qu'il faut avoir une direction, justement, il faut avoir des alternatives. C'est bien d'expliquer qu'en 2035, on arrête les moteurs thermiques. Sauf qu'il faut être en capacité. On n'arrêtera pas les moteurs thermiques. Non, mais laisse-moi finir, Jacques. Il faut être sûr d'avoir des alternatives d'ici là. Et on sait déjà, aujourd'hui, qu'en 2035, on ne sera pas capable de fournir la totalité des moteurs thermiques, électriques, la totalité de l'électricité nécessaire à la flotte particulière en véhicules électriques, que si on veut vraiment se priver des énergies fossiles, il va falloir développer les biocarburants, parce que ne serait-ce que pour les transports lourds, les travaux publics, l'agriculture, il y aura besoin de biocarburants, parce que les véhicules dans ces catégories-là, au niveau électrique, ne fonctionneront pas en 2035. Et donc, il faut peut-être augmenter d'un tiers la production de biocarburants. Seulement, c'est pas en 2034 qu'il faudra décider pour 2035. C'est maintenant qu'il faut donner les grandes orientations, expliquer que oui, on va essayer de passer le plus possible à l'électrique, on va essayer le plus possible de se passer des énergies fossiles, mais il faut reposer sur un mix énergétique et pas vouloir tout mettre ses œufs dans le même panier avec du tout électrique. Le prix des voitures électriques, c'est aujourd'hui, c'est inaccessible pour la plupart des gens. Alors, il parle du leasing des voitures à 100 €. J'espère qu'on va y arriver et ça pourrait être une avancée, justement. Mais il faut arrêter cette écologie uniquement répressive en disant on va taxer, on va augmenter les prix, et sans donner d'alternatives et de vision globale. Jacques Miard.
Bon, écoutez, il faut arrêter, on est en pleine démagogie. Ouais. Croire qu'on va supprimer notamment les moteurs thermiques en 2035, c'est une connerie monumentale. Mais j'ai pas dit, les voitures électriques vont coûter énormément. Il faut des centrales nucléaires. C'est vrai. Ensuite, vous avez d'autres problèmes. C'est que le bilan carbone d'une voiture électrique, c'est lamentable. Donc, si vous voulez, je dirais, fournir des possibilités aux Chinois, allez-y. Arrêtez. Tout ça, c'est de l'écologie démagogique. Écoutez, on va voir ce qui va en sortir, mais c'est vrai qu'on est un petit peu étonné aussi de voir que le gouvernement Elisabeth Borne a annoncé le lancement d'une mission pour faire toute la transparence sur les coûts et les marges de l'ensemble de la filière. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ils découvrent. On aurait pu peut-être le faire avant. Ceci dit, dans le domaine du raffinage, il y a un peu d'opacité, il faut être honnête. C'est ce qu'a dit ce matin Nicolas Dupont-Aignan, qui était invité de Sud Radio. On est quand même un pays avec des grandes sociétés spécialisées dans le raffinage. On ne découvre pas la filière. Non, mais ça a même été une. On a eu des entreprises publiques stratégiques. Qui étaient dans ce secteur-là. J'imagine qu'on a des hauts fonctionnaires. Autant dans les filières agricoles, on a beaucoup été vers la transparence des marges et c'est de plus en plus transparent. Dans ces filières-là, c'est certain que la transparence, elle n'est pas forcément de mise aujourd'hui. On n'a plus beaucoup de temps, mais quand même, je vous encourage à aller lire dans le Figaro cet article, la une, sur la pornocriminalité. C'est un rapport qui a été remis aujourd'hui du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce sont des informations qui ont fuité sur ce rapport, des sites infestés de vidéos de viols, de scènes particulièrement barbares. Que faire ? C'est un massacre illégal à but lucratif, dit Sylvie Pierre Brossolette. Des millions de vidéos qui montrent ces actes de barbarie insoutenables. Mettons fin à l'impunité dans l'industrie pornographique. Alors là aussi, c'est vaste débat. Et comment faire ? Comment faire déjà ? Judiciaire. Pardon ? Poursuite judiciaire, mais il y a un problème, c'est que vous avez la toile noire, n'est-ce pas ? Et qui, le problème, c'est que c'est souvent à l'étranger que ça se passe et que certains peuvent accéder à ces sites qui sont révoltants. Oui. Pornographie, pas sur Blacknet. Oui, mais c'est pas nouveau. Moi, je me souviens d'avoir reçu Ségolène Royal à l'époque où elle était ministre de la Famille. Des mesures de poursuite judiciaire. Mais oui, mais c'est quand ce sont des plateformes qui sont à l'étranger, comment vous faites ? C'est le problème. C'est le problème. Et le problème, j'avais écouté un certain nombre de témoignages au Sénat, c'est vrai que c'est assez, d'actrices porno notamment, c'est assez sidérant ce qu'on leur impose et le fait que globalement c'est des viols, quoi. Enfin, c'est pas des actes de barbarie. On parle. Elles sont forcées à faire des choses qu'elles ne veulent pas faire. Donc, de fait, c'est pénalement totalement répréhensible. Il faut multiplier effectivement mais là aussi, pour elles, c'est pas forcément évident de porter plainte parce que derrière, après, c'est fini pour elles. Voilà. Donc c'est. Et puis vous allez voir. De régulation, Alex disait, il faut déjà commencer. Oui, il faut commencer parce que la régulation, effectivement, elle ne peut pas se faire qu'à l'échelle de la France. Déjà, il faut qu'il y ait un travail au niveau européen sur ce sujet-là. Il faut qu'il y ait un travail entre l'Union européenne et les États-Unis, où on sait que beaucoup de serveurs qui hébergent ces sites pornographiques sont aux États-Unis. Mais il faut qu'il y ait un travail entre grandes puissances du numérique. Il faut que le sujet soit réellement pris à bras-le-corps et que cette industrie ne puisse pas continuer à fleurir comme elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une industrie puissante et qui fait du chantage aux grandes puissances. Ce sont les premières recherches sur bien sûr. Sur et Google. qui banalise des stéréotypes. Si vous lisez les bonnes feuilles du rapport, c'est n'importe quoi. Google ferme l'accès à ces sites-là, à certains sites-là. Google est le seul moteur de recherche à le faire, à fermer l'accès à ces sites. Ah si, je vous promets. En tout cas, ils s'en défendent, ils le font. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que depuis le début d'émission, on répète couvre-feu numérique, il faut faire attention par rapport au numérique et tout. On ne pourra rien faire sans eux, en vrai. Donc, il y a un moment donné, c'est au niveau européen, vous avez raison. Mais entre l'Europe et les États-Unis, il faut accepter de réguler cette industrie. Ah oui, je suis complètement d'accord. Il n'y a pas d'autre solution. On peut tourner autour du pot autant qu'on le souhaite. Il y a un moment, il faut faire de l'interventionnisme. Oui, et les États doivent prendre leurs responsabilités, mettre le sujet sur la table. À partir du moment où on est tous à l'unisson ici, et je crois, j'espère, dans nos gouvernants, pour dire que cette industrie est scandaleuse. Il faut prendre le sujet à bras-le-corps et le
le mettre sur la table des grandes discussions internationales. Mais il y a des signalements qui ont été faits, il n'y a pas de suite. C'est ce que dénonce aussi le rapport. Des défaillances, encore une fois, des autorités. C'est-à-dire que le sujet n'est pas pris au sérieux. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. Très bonne journée sur Sud Radio.